Hello les hackers, bienvenue sous la chaîne Zéro Sécu. Alors le 18 février 2026, le ministère de l'économie publie un communiqué de presse. 8 lignes, pas de conférence, pas de ministre devant les caméras, juste un texte sur le site de Bercy qui annonce qu'un acteur malveillant a accédé au fichier FICOBA. FICOBA, quel est ce fichier? Eh bien, jusqu'au 18 février 2026, pour le grand public, il était inconnu. Et pourtant, c'est le registre national qui recense tous les comptes bancaires ouverts en France et que les données d'environ 1,2 million de comptes ont été consultées et potentiellement extraites. On parle d'1,2 million de comptes sur une base qui en contient plus de 300 millions, couvrant 80 millions d'individus. Aujourd'hui, on va regarder ce qui s'est passé, comment cela a été rendu possible et ce que cette affaire révèle sur l'état réel de la sécurité des systèmes d'information de l'État français. Puisque, évidemment, FICOBA n'est pas la première affaire d'une intrusion malveillante dans les systèmes de l'État français. Bon, avant de parler d'attaque, il faut comprendre ce qu'on a en face. FICOBA, le fichier national des comptes bancaires et assimilés. C'est une base de données gérée par la Direction générale des finances publiques, la DGFiP. À chaque fois que l'établissement bancaire ouvre, modifie ou clôture un compte en France, que ce soit un compte courant, un compte épargne, un compte titre ou même un coffre-fort, il est tenu d'en déclarer l'existence à la DGFiP. Ces déclarations alimentent donc le fameux FICOBA. Que contient le FICOBA? Eh bien, il contient le numéro de compte, les coordonnées bancaires RIB et IBAN, le nom de l'établissement, l'identité du titulaire, le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, l'adresse et dans certains cas le numéro SIRET pour les entreprises individuelles. Ce que le FICOBA ne contient pas, les soldes, les transactions, l'historique des opérations. La DGFiP a insisté sur ce point. Le fichier ne permet pas de consulter les soldes des comptes en banque. A fortiori, ne permet pas de faire des opérations. Ben voyons. J'ai rien qu'avec l'IBAN et tout, on peut pas faire d'opération. Ben voyons. Mais alors, qui a accès à FICOBA? Eh bien, un certain nombre d'administrations et d'organismes habilités par la loi. La DGFiP elle-même, dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, la justice, la police, les douanes, les notaires dans le cadre de succession et même la Banque de France. Ça fait beaucoup de monde qui accède à ce fichier. Les données y sont conservées 10 ans après la clôture d'un compte. Et depuis janvier 2025, vous, moi, nous pouvons consulter directement la liste de nos propres comptes via le site impôts.gouv.fr. Donc ce fichier est en somme le registre civil de la vie bancaire française. Et c'est précisément cette base, ce fichier qui a été compromis. Qu'est-ce qu'on sait du mode opératoire? Eh bien celui-ci tient pour l'instant à une phrase du communiqué officiel. Un acteur malveillant a usurpé les identifiants de fonctionnaires disposant d'accès dans le cadre de l'échange d'informations entre ministères et a pu consulter une partie du fichier. Autrement dit, l'attaquant a obtenu l'identifiant d'un agent autorisé à interroger FICOBA via un mécanisme d'échange interministériel. Avec ces identifiants, l'attaquant a pu se connecter tranquillement au portail, effectuer des consultations comme le ferait un utilisateur légitime. Donc, pas de 0D exploité, pas d'exploitation de vulnérabilité de logiciel, juste un login et un mot de passe. Et c'est là que ça devient problématique. D'après certaines informations, l'accès à FICOBA n'était pas protégé par une authentification à double facteur. Ce portail, qui centralise les coordonnées bancaires de l'ensemble des Français, était sécurisé par un simple couple identifiant mot de passe. Bon, même si mon Gmail et autres, j'ai la double authentique. Pas de second facteur, pas de validation sur un appareil tiers, pas de clé physique. Un seul facteur d'authentification pour accéder à l'une des bases de données les plus sensibles de l'administration. La question qui s'impose, comment les identifiants ont-ils été volés? Les autorités ne tranchent pas publiquement. Le communiqué ne donne aucun détail sur le vecteur d'accès initial. Donc, plusieurs scénarios sont plausibles. Il faut quand même les présenter pour ce qu'ils sont. Des hypothèses non confirmées à ce stade. Première hypothèse, le phishing ciblé. Un email imitant un portail interne, une page de connexion contrefaite et l'agent saisi s'identifiant sur un site contrôlé par l'attaquant. C'est le vecteur le plus courant dans la compromission d'identifiants au sein d'administrations publiques. Deuxième hypothèse, un
infostealers. Des malwares comme Luma, Vidar ou Redline, distribués via des malvertisines ou des logiciels piratés, sont spécialisés dans l'extraction des identifiants stockés dans les navigateurs. Ils ciblent les bases SQLite locales de Chrome, Firefox ou Edge, extraient les mots de passe enregistrés et dans certains cas, les cookies de session actifs, ce qu'on appelle le patch de cookies. Si un agent a enregistré ces identifiants dans son navigateur sur un poste compromis, l'infostealer suffit à les exfiltrer sans que la victime ne s'en aperçoive. Troisième hypothèse, la réutilisation de mot de passe. L'agent utilise le même mot de passe sur un service tiers qui a été compromis. Avec tous les actes de piratage que nous avons eu ces dernières années, je ne veux pas le rappeler, les différentes entreprises du privé et du public, eh bien, les bases de données d'identifiants volés circulent en permanence sur les forums spécialisés. Sachant que le credential stuffing, c'est-à-dire l'injection automatisée de groupes identifiant mots de passe connus, reste l'une des techniques les plus rentables pour les attaquants. Le point commun de ces trois scénarios, c'est qu'ils exploitent tous la même faiblesse fondamentale, c'est-à-dire un seul et unique mot de passe comme rempart. Reprenons la séquence telle qu'elle a été documentée. Fin janvier 2026, l'attaquant commence à interroger Ficoba avec les identifiants usurpés. Selon certaines sources, l'intrusion serait restée active pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mi-février, l'incident détecté en interne par la DGFiP, le communiqué officiel indique: dès la détection de cet incident, des mesures immédiates de restriction d'accès ont été mises en œuvre. Ces mesures comprenaient la révocation des identifiants compromis et le blocage des accès non autorisés. 18 février 2026, annonce publique, le ministère de l'économie publie son communiqué. L'incident est notifié à la CNIL, un dépôt de plainte est effectué et la DGFiP annonce travailler avec l'ANSSI et le service de hauts fonctionnaires de défense et de sécurité, le HFDS, pour renforcer le système. Le communiqué précise que le service Ficoba est perturbé et que des travaux sont en cours pour le rétablir dans les meilleures conditions de protection. Dans les jours suivants, les personnes concernées doivent recevoir une notification individuelle. Les établissements bancaires sont alertés pour sensibiliser leurs clients. Ce délai entre le début de l'intrusion fin janvier et la détection mi-février pose une question technique centrale. Pendant combien de temps l'attaquant a-t-il pu opérer sans être repéré? Quand un utilisateur légitime interroge une base comme Ficoba, il effectue des consultations ciblées, ponctuelles, liées à un dossier précis. Un attaquant qui extrait 1,2 million d'enregistrements génère un volume et un rythme de requête qui devrait se démarquer dans les logs. Le fait que l'intrusion ait pu durer plusieurs semaines soulève la question de la surveillance comportementale en place ou de son absence de surveillance justement. Cette affaire ne tombe pas dans le vide. 2 mois plus tôt, comme vous le savez, le ministère de l'Intérieur subissait une cyberattaque avec un mode opératoire remarquablement similaire. Dans cette affaire, un pirate avait réussi à pénétrer les systèmes en compromettant des boîtes de messagerie professionnelles. Comme l'a reconnu le ministre de l'Intérieur, je cite, des agents avaient échangé des mots de passe en clair dans les mails. Le pirate a pu accéder au TAJ, le fichier des traitements des antécédents judiciaires, et au FPR, le fichier des personnes recherchées. Le bilan confirmé par le ministre au Sénat, c'est 72 fiches du TAJ extraites, 23 fiches FPR, plusieurs milliers de sommaires consultés. Le ministre avait qualifié l'intrusion de très grave et reconnu qu'elle résultait d'imprudence. Et quelle avait été la mesure corrective phare annoncée après cet incident? Je vous le donne en 1000, la généralisation de la double authentification pour accéder aux applications du ministère de l'Intérieur. Et patatras, 2 mois plus tard, Ficoba, un fichier au moins aussi sensible hébergé par un autre ministère, est compromis via des identifiants volés sans double authentification. Ajoutons à cela un élément de calendrier, la recommandation de la CNIL sous l'authentification multifacteur publiée en 2025. Elle fixe un cadre pour une application au plus tôt. Elle stipule que l'usage de seuls facteurs d'authentification n'est plus suffisant pour accéder à des systèmes contenant des données personnelles sensibles ou volumineuses. Les données contenues dans Ficoba, à mon avis, correspondent parfaitement aux données personnelles sensibles et volumineuses stipulées par la recommandation de la CNIL. Et pourtant, Ficoba a été compromis en fin janvier sans le MFA. Mais passons aux conséquences pour les personnes dont les données ont été exposées. Les autorités ont raison sur un point. Les données de Ficoba seules ne permettent pas de vider un compte, pas de solde, pas d'accès aux opérations, pas de possibilité de virement. Mais la Fédération bancaire française a été plus nuancée dans son communiqué. Elle a détaillé un scénario que la DGFiP a passé sous silence. À partir d'un IBAN volé, un fraudeur peut, s'il est enregistré comme émetteur de prélèvement auprès d'un prestataire de services de paiement,
Deuxièmement, créer de faux mandats de prélèvement CEPA et initier des débits sur le compte de la victime. Il peut aussi souscrire à des abonnements ou à des services payés par prélèvement sur l'IBAN volé. Vous avez déjà, par exemple, fourni votre carte d'identité pour vous abonner à un service d'IA, Perplexity, Claude IA ou encore ChatGPT, ou vous avez déjà donné cette carte d'identité sur une plateforme de streaming, Netflix et compagnie. Non. L'autre risque majeur, c'est le phishing, l'arnaque aux faux conseillers bancaires. Avec un nom, une adresse, un IBAN et potentiellement un identifiant fiscal, un attaquant dispose de suffisamment d'éléments pour appeler une victime, citer ses données personnelles et la convaincre qu'il représente sa banque ou l'administration fiscale. Le niveau de crédibilité de ce type d'appel est directement proportionnel à la précision des informations obtenues par l'escroc. Et ici, cette précision est très élevée. L'affaire Ficoba n'est pas l'histoire d'une attaque sophistiquée. C'est le contraire. Un fichier qui centralise les coordonnées bancaires de toute la population française protégée par un mot de passe. Pas de double authentification alors que la CNIL la recommandait, alors que le ministère de l'Intérieur venait d'en payer le prix 2 mois plus tôt. L'attaquant n'a pas exploité une faille technique. Il a utilisé la plus ancienne des méthodes. Emprunter la clé. À l'heure de ce billet de news, l'enquête est toujours en cours, bien évidemment. On ne sait pas précisément comment les identifiants ont été compromis, ni combien de données ont été effectivement exfiltrées. Le chiffre de 1,2 million reste une estimation d'ampleur et les autorités emploient le conditionnel. Ce qu'on sait, c'est que la méthode et le contexte posent des questions auxquelles l'administration devra répondre. Pas dans un communiqué de 8 lignes, mais devant la CNIL, devant les personnes exposées et devant le fait qu'en 2026, un identifiant volé suffit encore à ouvrir un fichier d'État. Il reste encore beaucoup de services de l'État qui centralisent beaucoup de données. Nous allons parler peut-être un jour, j'espère pas, du Hub Santé qui regroupe toutes les données des Français. C'était Zéro Sécu pour cette news de cyber. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez un commentaire. Et comme je dis, la cybersécurité est moins chère que gratuit. Ciao!